Maintenant que vous maîtrisez un peu le C#, supposons que vous avez un problème à résoudre, vous voulez créer votre programme. La première chose que vous allez faire, bien sûr, c'est ouvrir le Visual Studio et commencer à écrire un programme en C#. C'est pas parce qu'on maîtrise le C# qu'on doit tout programmer avec le C#. Il faut choisir quel langage de programmation on doit utiliser pour chaque type de problème. En fait, c'est même pas le langage de programmation qu'on doit choisir, mais c'est le paradigme de programmation qu'on doit choisir avant de choisir le langage de programmation. Le paradigme de programmation traite la manière dont les solutions aux problèmes doivent être formulées dans un langage de programmation. Un paradigme de programmation fournit et détermine la vue du développeur de l'exécution de son programme. Une collection d'objets en interaction. Est-ce que c'est une suite d'évaluation de fonctions? Des ensembles de processus agissant sur des structures de données localement partagées, etc. Donc, c'est quoi le paradigme? Imaginez que vous avez un problème et qu'un ingénieur essaie de résoudre ce problème. Donc, il va penser à la façon d'un ingénieur. Si c'est un mathématicien, il va penser comme un mathématicien pour résoudre le même problème. Si c'est un philosophe, donc il va répondre au problème, mais d'une autre façon. Donc, chacun, il va voir le problème de sa vue et il va essayer de proposer une solution selon comment est-ce qu'il a vu son problème. Les programmes proposés vont tous solutionner le problème, mais chacun, il va solutionner d'une façon différente. Alors, les différents paradigmes qui existent, d'abord la programmation impérative, ce que vous avez appris pendant cette mi-session, elle répond à la question « Que doit faire mon programme ?» Elle décrit les opérations en séquence d'instructions exécutées par l'ordinateur pour modifier l'état du programme. L'état du programme est son image mémoire à un instant donné, valeur des variables, la pile, etc. Donc, vous pensez qu'est-ce qu'il doit faire mon programme et on commence. Ok, je veux qu'il réponde à l'équation de deuxième degré, donc je dois prendre la première variable, le A, je dois prendre la deuxième variable, le B, je dois prendre la troisième variable, le C. Par la suite, vous devez calculer le delta et selon le delta, vous faites des if. Donc là, c'est une structure impérative. Voilà ce qu'il veut faire, voilà les étapes par lesquelles il va passer. À chaque instant dans la mémoire, votre programme va avoir des valeurs différentes des variables. Donc c'est la programmation impérative. Caractéristiques, on utilise beaucoup d'affectations, les structures de données et les variables globales. Une variable globale, c'est-à-dire une variable qu'on peut accéder de partout. Les avantages, elle est efficace, mais efficace pour ce problème. Elle répond très bien à ce problème bien défini, bien spécifique. Inconvénient, on va avoir un code spaghetti, puisque c'est une impérative, on va avoir des goto, selon la condition, tu peux sauter, tu peux revenir. C'est comme ça qu'on a un code qu'on appelle spaghetti. Difficilement adaptable pour l'ajout et modification. Si le problème on le change juste un tout petit peu, on doit écrire un nouveau programme parce qu'il devient très très difficile de modifier le code qui est déjà un code spaghetti. Et que la solution elle est efficace pour ce problème. Donc si on le modifie, peut-être qu'on doit reprogrammer, faire un nouveau programme. Les langages qui permettent la programmation impérative, le C, le C++, le Java, le PHP, Python, le Ruby, etc. Maintenant, la programmation structurée. Un genre de programmation impérative avec plus de structuration logique du programme. Caractéristiques, structogramme, description graphique des instructions nécessaires à résoudre le problème. Limitation de l'utilisation du goto. Donc on ne veut plus avoir un programme spaghetti, on veut qu'il soit un peu plus
structuré, donc on va enlever le goto. Les avantages, il est toujours efficace. Inconvénients, toujours difficile à adapter pour l'ajout et modification. Même si le code il est un peu plus clair, mais une fois qu'on change le problème un tout petit peu, il faut vraiment travailler beaucoup sur le code pour l'adapter. Les langages qui permettent une programmation structurée, le C, le C++, le Java, le PHP, le Python, etc. Maintenant, la programmation procédurale, elle est dérivée de la programmation structurée et se base sur l'appel de procédure. C'est la programmation que vous avez utilisée pendant cette mi-session. Donc, vous avez utilisé des fonctions et on peut utiliser des modules. C'est la programmation procédurale. Caractéristiques, des variables locales, une modularisation, utiliser différents modules, séparer la fonctionnalité d'un programme en modules indépendants et interchangeables, de sorte que chacun contienne tout ce qui est nécessaire pour exécuter un seul aspect de la fonctionnalité souhaitée. Nous avons un module qui répond à une chose, comme ça il est facile d'ajouter d'autres modules pour d'autres choses, ou modifier le module pour modifier une chose, donc on ne va pas travailler sur différentes choses à la fois, c'est simple maintenant de modifier et d'ajouter. Les langages qui permettent la programmation procédurale, C, C++, Lisp, PHP, Python, etc. Maintenant, la programmation déclarative. Elle décrit le quoi et non le comment. Exemple, on décrit ce que contient une page HTML avec les balises et tout ça, et non comment l'afficher. Elle consiste à créer des applications sur la base de composants logiciels indépendants du contexte et ne comportant aucun état interne. L'appel d'un de ces composants avec les mêmes arguments produit exactement le même résultat, quel que soit le moment et le contexte de l'appel. C'est plus on décrit comment est-ce qu'elle va être notre page qu'on programme comment est-ce qu'elle va fonctionner. C'est ça la programmation déclarative. Caractéristique, pas d'effet de bord. C'est quoi un effet de bord? Une fonction ne modifie aucun autre état que sa valeur de retour. Quand on crée une fonction, on la crée d'une sorte que on ne va pas modifier quelque chose à l'intérieur de cette fonction. Donc quand on l'appelle, on est sûr qu'il y a juste la valeur de retour qui peut être modifiée à l'intérieur de cette fonction. À part ça, on n'y touche pas. Le langage qui permet une programmation déclarative, c'est le SQL, le SparkQL, Mercury, Prolog, etc. La programmation fonctionnelle, c'est un paradigme de programmation de type déclaratif. Elle considère le calcul en tant qu'évaluation de fonctions mathématiques tout en évitant le changement d'état et la mutation des données. Si vous demandez à un mathématicien de résoudre un problème, il va se dire, ok, j'ai besoin d'une fonction qui me calcule ça. Une fois que j'ai ce calcul, je vais appeler cette fonction et elle va me retourner ça. Après ça, je vais appeler une autre fonction qui prend en entrée le résultat des deux autres fonctions. Donc, tout son programme, ça va être comme appel de fonction. Chacune fait quelque chose et fait un calcul, retourne à l'autre. C'est ça le principe de programmation fonctionnelle. Les caractéristiques de la programmation fonctionnelle. Le calcul lambda, il permet ce calcul entre fonctions comme on l'a vu, une fonction qui appelle une autre fonction et c'est une expression qui est tolérée maintenant dans ce langage de programmation. Des formules, de la récursivité, la transparence référentielle. Une expression est référentiellement transparente si elle peut être remplacée par sa valeur sans changer le comportement du programme. C'est-à-dire que le programme a les mêmes effets et les mêmes sorties pour les mêmes entrées, quel que soit son contexte d'exécution. Toujours question de fonction. Une fonction ne va rien modifier, mais en plus, si on lui donne les mêmes paramètres, elle va nous sortir toujours les mêmes résultats.
Pas d'effet de bord, bien sûr, puisque c'est une programmation déclarative. Les langages qui permettent la programmation fonctionnelle, le C++, Clojure, CoffeeScript, Elixir, Haskell, Lisp, Ruby, Scala, etc. La programmation logique, elle définit les applications à l'aide d'un ensemble de faits élémentaires les concernant et des règles de logique en leur associant des conséquences plus ou moins directes. Ces faits et ces règles sont exploités par un démonstrateur de théorème ou moteur d'inférence en réaction à une question ou requête. C'est une programmation assez spéciale. On dit par exemple Tariq est un humain. On dit aussi que humains sont mortels. Alors le moteur d'inférence, lui, va comprendre automatiquement que Tariq est mortel. On a défini Tariq par humain. On n'a jamais dit qu'il était mortel. Mais on a défini aussi humain par mortel. Et l'inférence, elle est faite par un moteur. Elle est automatiquement faite par ce moteur qui existe dans la programmation logique, ce moteur d'inférence. Caractéristique des prédicats, on utilise des listes, on utilise l'unification. C'est comme ça qu'on programme dans la programmation logique. Les langages qui permettent la programmation logique, le plus connu, c'est Prolog. Il y a aussi OZ, Eclipse, Python, etc. Un autre paradigme de programmation est la programmation orientée objet. Elle répond à la question de quoi est-ce que mon programme doit-il être composé? Vous vous souvenez, avec la programmation impérative et bien sûr jusqu'à structurée, on se disait que doit faire mon programme? Maintenant, on ne répond pas directement que doit faire mon programme, mais on répond à la question de quoi est-ce que mon programme doit-il être composé? Elle traite les champs de données en tant qu'objets manipulés uniquement à l'aide de méthodes prédéfinies. On va expliquer par la suite exactement c'est quoi. Caractéristiques, on va traiter des objets. Les objets ils vont avoir des méthodes, transmission de messages, dissimulation d'informations, abstraction de données, encapsulation, polymorphisme, héritage, et c'est ce qu'on va expliquer dans le reste de ce cours. Les langages qui permettent la PO, comme en Lisp, C++, Java, Python, Scala, etc. Maintenant, on va expliquer c'est quoi un objet. Alors, le principe de programmation orientée objet, il se base sur des objets. Rappelez-vous, maintenant, on répond au problème en trouvant de quoi est composé mon programme. Bien sûr, si je décris les objets et chaque objet, qu'est-ce qu'il peut faire et comment est-ce qu'il peut interagir avec les autres, je peux répondre à n'importe quel problème qui touche à ces objets. Et il est facile de répondre à différents problèmes qui traitent les mêmes objets. Je peux ajouter ou modifier le comportement d'un objet pour répondre à d'autres problèmes qui concernent cet objet. La PO se base sur la définition et l'interaction de briques logicielles appelées objets. Donc, il faut définir c'est quoi les objets, comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. C'est ça la programmation orientée objet. Un objet représente un concept, une idée ou toute entité du monde physique, comme une voiture, une personne ou encore une page d'un livre, etc. Dans la PO, tout peut être un objet. Un objet possède une structure interne et un comportement. Et il sait comment interagir avec ses pairs, avec d'autres objets. Donc, il a une structure interne qui définit l'objet et il a un comportement. Qu'est-ce qu'il peut faire cet objet? Et bien sûr, il va interagir avec les autres objets.
Représenter ces objets et leurs relations permet de concevoir et réaliser les fonctionnalités attendues et mieux résoudre le ou les problèmes. Maintenant, c'est facile de répondre à différents problèmes s'ils touchent le même objet dans le même environnement, dans le même contexte aussi. Concrètement, un objet est une structure de données. Donc, dans la mémoire, c'est quoi un objet? C'est une structure de données avec différentes valeurs qui répondent à un ensemble de messages. On peut avoir plusieurs objets, ils sont tous la même structure, s'ils sont de la même nature, s'ils sont tous les mêmes objets, mais chaque objet peut avoir des valeurs différentes. Par exemple, vous êtes tous des étudiants, donc il y a un objet qui s'appelle étudiant, donc vous êtes tous des étudiants, vous pouvez faire la même chose. Par contre, vous avez chacun un nom différent, etc. Cette structure de données définit son état, tandis que l'ensemble des messages auxquels elle répond décrit son comportement. Par exemple, le nom de l'étudiant, il définit c'est quoi son nom. La note qu'il a eue, ça définit aussi l'état de cet objet. Alors que l'ensemble des messages auxquels elle répond décrit son comportement. Ce qui peut faire cet étudiant, c'est tous les étudiants qui peuvent le faire de la même façon. Il n'est pas propre à un étudiant, mais c'est quelque chose que tous les étudiants vont faire de la même façon. Par exemple, ils peuvent tous s'inscrire au cours, ils vont tous s'inscrire au cours de la même façon. Les données ou champs qui décrivent sa structure interne, ça veut dire son état interne, sont appelés attributs. L'ensemble des messages forme ce que l'on appelle l'interface de l'objet. C'est seulement au travers de celle-ci que les objets interagissent entre eux. La réponse à la réception d'un message par un objet est appelée une méthode. Elle décrit quelle réponse doit être donnée au message. L'interface, elle va dire que l'étudiant, il peut s'inscrire au cours, il peut passer un examen, etc. Comment s'inscrire au cours? C'est une méthode. C'est là où je vais dire c'est quoi la procédure pour s'inscrire au cours. Une méthode, c'est une procédure, c'est une fonction. Donc, je définis comment répondre à la demande de s'inscrire au cours. C'est ce qu'on appelle une méthode. Je résume. Toutes les variables qui vont décrire l'état interne d'un objet, on appelle ça des attributs. Donc, les attributs, ce sont des variables par rapport à cet objet. Comment doit réagir cet objet? Ce sont des fonctions qu'on appelle maintenant méthodes. Ce sont des méthodes. Donc, pour un objet, on va avoir deux choses, des attributs et des méthodes. Un exemple. Vous avez un rectangle, vous savez c'est quoi un rectangle? Dites-moi c'est quoi ces attributs? Comment est-ce qu'on va différencier un rectangle d'un autre rectangle? Comment est-ce qu'on va définir un état interne d'un rectangle? Comment est-ce qu'on va différencier un rectangle d'un autre? Méthode. Qu'est-ce qu'il doit faire ce rectangle? Ou comment décrire le comportement de ce rectangle? Comment est-ce qu'il peut répondre aux messages qui peuvent arriver à ce rectangle? Et bien sûr, c'est tous les rectangles qui doivent répondre à ce message de la même façon. On commence par les attributs. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour définir un rectangle? Pour définir un rectangle, je dois savoir la longueur et je dois savoir la largeur du rectangle. Si j'ai une longueur et une largeur, je peux dessiner ce rectangle. Maintenant, les méthodes, je peux calculer un périmètre de ce rectangle. Si je demande au rectangle, c'est quoi ton périmètre? Il doit être capable de me répondre. Comment est-ce qu'il va me répondre? Je vais créer une méthode que je vais appeler périmètre et je vais lui montrer comment calculer ce périmètre. Ici, je lui dis que le périmètre, c'est la longueur plus la largeur, le tout multiplié par 2. N'importe quel objet rectangle, il va répondre de cette façon. Il va prendre sa propre longueur, il va l'ajouter à sa propre largeur, il va la multiplier par 2
et il va répondre au message c'est quoi ton périmètre avec la valeur qu'il va calculer avec cette formule. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs objets rectangles, un qui a une longueur de 2 et une largeur de 7, un autre une longueur de 1000 et une largeur de 3000, et c'est là qu'on peut avoir plusieurs rectangles. Ils ont tous les mêmes attributs, mais les valeurs différentes de ces variables, de ces attributs, vont faire en sorte que ce sont des objets différents. Mais tous les rectangles, tous les objets rectangles, ils vont répondre de la même façon pour des méthodes comme le périmètre. On peut avoir aussi une méthode surface et il va répondre par c'est ma longueur multipliée par ma largeur. Chaque objet va répondre avec ses propres longueurs ou largeurs, mais ils vont tous utiliser la même formule, la même méthode. Maintenant, on va définir c'est quoi une classe. Chaque objet rectangle peut avoir une valeur différente pour l'attribut longueur ou l'attribut largeur. En même temps, tous les objets rectangles vont avoir deux attributs, longueur, largeur, et deux méthodes, périmètre, surface. Une classe est une catégorie d'objets. C'est dans une classe que je dis comment est-ce qu'ils vont être mes objets. C'est quoi les attributs et c'est quoi les méthodes que doit avoir n'importe quel objet de ce type. Elle déclare les attributs représentant l'état des objets et déclare aussi les méthodes représentant leur comportement. Dans la classe qu'on va faire ces déclarations. On peut voir une classe comme un moule à partir duquel il est possible de créer des objets. Un objet est une instance d'une classe. Nous avons le moule et de ce moule, il va sortir plusieurs objets. Donc, nous avons une classe et à chaque fois qu'on instancie cette classe, on va sortir un objet de cette classe. Il a les mêmes attributs, les mêmes comportements